Merci à toutes et à toutes d'être là pour partager un chouette moment ensemble autour d'un sujet qui va parler de delivery et un brin de science, comme le titre l'indique. Merci à vous, merci à eux aussi de nous permettre à nous d'être là aujourd'hui ensemble pour échanger des sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent ou qui vont vous intéresser, en tout cas je le souhaite au cours de cette session. Qui je suis? Je m'appelle Gilles, mon nom de famille c'est Mazy. Je suis coach agile au sein d'une société qui s'appelle Octo. Ceux qui seront dans la salle, vous pouvez voir une espèce de suite avec un petit message résolument optimiste. C'est ce qui m'a fait aimer cette société. Et pour être exact, je suis lillois, voire même d'un autre pays. Vous aurez certainement l'occasion de découvrir au cours de cette session. Alors, bande de petits vénards, aujourd'hui, vous allez assister donc à une conférence, mais en fait, elle en contient 3 en scène. Je vais vous parler d'un sujet qui va parler de delivery, mais à partir d'un bouquin qui s'appelle Accelerate. Est-ce que les gens dans la salle ont déjà lu ou entendu parler de ce bouquin qui dit une grosse dizaine? Très bien. Pour tous ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui n'ont pas eu le courage de le lire, bienvenue. Je vais vous avoir une session de rattrapage. La première séquence sera là-dessus, sur qu'est-ce que contient ce bouquin, de quoi il parle. Et en fait, ce n'est pas tant qu'un bouquin, c'est une démarche qui est présentée derrière. Et de cette démarche, dans la seconde partie, je vais vous inviter à vous partager un atelier. Qui sera là en tout cas pour dire, OK, si moi ça m'intéresse, par quoi je commence au sein de mon équipe, de mon organisation, de ma business unit, de mon département, etc., etc. Il y a un troisième élément, parce qu'on est sur un événement de type Magic Tour, qui me paraît super intéressant. Coach, d'autres Scrum Masters qui sont dans la salle. Et on va partager un focus sur un élément particulier de ce framework qui me paraît vraiment indispensable et qui pourrait même être sorti, on va dire, de cette boîte à outils et qui me semble le changement. Première chose, on va dire une fiche de lecture résumée et un peu plus pour vous expliquer les démarches. Donc, je vous disais, c'est un bouquin qui s'appelle Accelerate, que vous retrouvez là. Le titre exact, c'est Building and Scaling High Performing Technology Organization, qui en fait est le fruit d'une étude scientifique menée par Nicole Forsgren, qui est donc représentée là tout à gauche, qui est doctorante notamment en sciences et mathématiques statistiques. Ça fait un peu écho à la keynote précédente. Oui. Je peux essayer d'éloigner mon micro tout en évidemment ne frottant pas sur le masque, c'est ça? C'est un peu compliqué. Ok. Très bien. Donc, Nicole Forsgren, qui a mené donc cette étude avec 2 autres personnes. Et l'étude, en fait, se questionnait autour d'une grande question, de se dire, OK, on entend beaucoup parler de ces pure players, Google, Amazon, etc., qui réussissent vachement bien avec la technologie, mais comment ils font? C'est quoi un peu leur recette magique? C'est quoi leurs caractéristiques? C'est important de retenir ce mot de caractéristique, on y reviendra. Et en fait, c'est une étude scientifique, en ce sens qu'elle a récolté de la donnée au travers de différents sondages. Et cette donnée, en fait, elle a été massive. Elle a été massive parce qu'il y a eu, donc, comme vous pouvez le voir, 23 000 réponses. 23 000 réponses venant en fait d'entreprises de différents horizons, de différentes tailles et de différents continents, même si on reste majoritaire sur le continent américain et européen. Mais ce qui est vraiment intéressant dans cette démarche et dans cette étude qui a duré 4 ans synthétisée dans ce livre, c'est que pour la première fois, on avait une confrontation de données factuelles avec ce qu'on croyait. Ça fait quelques années que moi je pratique des Agile Tours et souvent, effectivement, j'avais un peu cette impression de dire tout ce qu'on partage en termes d'agilité, ça a l'air d'être du bon sens, ça a l'air de la logique, mais il n'y avait pas tellement de données appuyées. On faisait beaucoup de rex après, mais qu'est-ce qui nous permet de dire qu'on allait vraiment dans la bonne direction? Et cette étude nous a permis de nous dire, OK, il y a des choses dans l'agilité qui sont à retenir. D'ailleurs, il n'y a pas que ça, il y a aussi des éléments du DevOps, du Lean, etc., etc. Et donc, on avait vraiment une confrontation des faits avec la réalité. Et ça, je pense que c'est déjà une des premières grandes leçons, on va dire, de ce livre, duquel on va pouvoir s'inspirer. Une autre grande leçon et une des conclusions les plus impactantes de ce livre, c'est qu'il dit que les entreprises les plus performantes dans leur organisation et dans leur delivery, surtout, atteignent 2 fois plus, en moyenne, leurs objectifs business. C'est là où on change un petit peu la vapeur, donc on peut entendre dans certaines entreprises comme quoi la DSI serait finalement un centre de coût. Là, on se dit, mais non, c'est un facteur accélérant la réussite business, à une hauteur de quasi 2 fois, en tout cas pour les meilleurs d'entre eux.
Alors, ce delivery-là, c'est quoi exactement? De quoi on parle? Qu'est-ce qui nous permet? C'est quoi cette... comment on pourrait le caractériser, le définir? Accelerate dit qu'il y a à peu près 4 indicateurs qui sont nécessaires et suffisants pour ça. Il y en a 2 qui concernent la vitesse. Le premier, c'est le deployment frequency, à savoir voilà, à quel point souvent je fais des releases. Et le deuxième, qui est le lead time for change. On y reviendra un peu plus en détail sur qu'est-ce que recouvre cet indicateur, mais à comprendre aujourd'hui, c'est de se dire, OK, c'est en combien de temps je peux pousser mon code en production. On peut le traduire comme ça. Et ensuite, il y a 2 autres indicateurs de stabilité. Le premier, c'est le mean time to repair, un peu le pendant du lead time for change. Quel est mon temps moyen pour corriger finalement un problème qui serait survenu en production? Et le deuxième, qui est corrélé un petit peu à ma fréquence de déploiement, je peux effectivement avoir une très bonne vitesse, je peux courir souvent, mais néanmoins, si j'ai une cheville qui est foulée, ben, je vais me casser la gueule souvent. Donc le change failure rate vient là pour dire combien de fois en fait, je me dis OK, je déploie, et est-ce que ça génère en fait des problèmes en production? À quel résultat? Si je fais 2 MEP et qu'il y en a un bug, ben, on va dire que j'ai un change failure rate de 50%. Et c'est vraiment intéressant de voir la somme de ces 4 indicateurs fonctionne vraiment bien, puisqu'il c'est vraiment intéressant de les aborder les 4 en même temps pour à la fois, comme je vous ai expliqué l'analogie effectivement avec la question du sprint et de la course à pied, c'est pas le tout d'aller vite, c'est aussi de ne pas se planter souvent. Et on voit bien que l'un influe l'autre. Et au regard de ça, de ces 4 indicateurs, en 2021, en fait, parce qu'il faut savoir que donc, si le bouquin est sorti en 2007, c'était une étude, et cette étude, aujourd'hui, elle est reprise dans un document qui s'appelle le State of DevOps, qui est publié chaque année, et il a permis en fait de ventiler, on va dire, l'ensemble de ces entreprises qui participent en fait à ce questionnaire au travers de 4 grandes catégories où on retrouve des élites performeurs, où on retrouve effectivement rapidement des Amazon par exemple qui se disent nous on fait 650 mètres par jour. Ok, bah effectivement le deployment frequency il est vachement là, à des low performers qui eux ne déploient peut-être que 1 à 2 fois par an. C'est intéressant d'avoir ça parce que ça au moins permet de se benchmarker, en fait, de se dire ok, où est-ce que je me situe déjà dans la sphère du delivery. Et oui, effectivement, il n'y a pas moi et Amazon avec un énorme fossé, il y a effectivement des étapes intermédiaires. Alors vous allez me dire, oui, mais nous, on a déjà des indicateurs. On a peut-être des indicateurs de vélocité, on a déjà du burn-up, on a déjà du lead time qu'on évalue, etc., etc. Et là, tu vas nous dire qu'il faut encore en rajouter. J'insiste sur 2 choses. La première, c'est que ce que dit Accelerate, c'est que les 4 qui ont été présentés sont nécessaires et suffisants. Vous pouvez, entre guillemets, balayer les autres. Les autres ne sont que soit, vous allez les retrouver en fait dans ces 4 indicateurs, soit effectivement, ce n'est pas forcément le bon moyen d'étudier son delivery. Il y a un autre moyen aussi, un autre élément qui font que ce sont des indicateurs intéressants, en tout cas plus intéressants, c'est qu'il y a une dimension mesurable par la répétition et par une certaine forme de... C'est difficile de tricher avec. Parce que souvent, le management, quand il a effectivement des indicateurs sous la main, la première chose qu'il va vouloir faire, c'est de vouloir mettre la pression sur ces indicateurs. Il se dit, OK, c'est super important qu'on devienne tous des élites performeurs dès demain. OK, en faisant ça, en créant en tout cas ce discours, ce qui va se passer, et ce que nous a dit effectivement un professeur éminent qui s'appelle Goodhart, c'est de se dire que de toute façon, les gens vont faire en sorte, les équipes vont tricher en fait, avec ces indicateurs. Donc c'est là qu'il y a un élément important, c'est de se dire que les indicateurs Accelerate sont là juste pour monitorer et on va dire piloter un changement. D'accord ? Ils ne sont pas là pour établir, créer une... En tout cas, ce n'est pas sur ça qu'il va falloir se mobiliser pour amener le changement. C'est juste, entre guillemets, la surface émergée de l'iceberg, c'est ce qu'on peut voir, c'est ce qu'on peut mesurer. Par contre, ce n'est pas du tout de se dire, OK, il faut qu'on passe Elite Performer. Oui, quoi, et on commence par quoi? Ou on va commencer peut-être alors dans ce cas-là par faire, je mets en mop, en prod, je fais un batch qui met en prod toutes les 5 minutes et j'ai mon deployment frequency qui explose, c'est super, j'ai gagné, mais en fait, j'ai rien mis en prod en fait, réellement. Donc c'est là où Accelerate vient se compléter en fait avec un modèle dit de capacité ou d'aptitude, en français, capability en anglais. Et ce qui est vraiment intéressant dans le modèle que je vous mets là, en tout cas dans sa version de 2017, parce que comme je vous disais, c'est un modèle qui évolue à peu près chaque année, c'est qu'il y a un lien de cause à effet entre ces aptitudes et toutes ces vraiment, on va dire, ces éléments pratiques, toutes ces pratiques, tous des éléments qu'on connaît, qu'on sait faire, genre on fait du test, on fait du TDD,
permet de se dire, voici ce qu'on obtient. Et dans les éléments qu'on obtient, on voit qu'on retrouve en fait, ça marche, la performance organisationnelle que vous retrouvez juste ici, mais celle-ci, on voit qu'elle découle de différents éléments, comme par exemple la satisfaction au travail. Elle travaille aussi sur la question de l'identité. Et apparemment, en tout cas en 2017, il n'y a pas de cause à effet, mais un élément qui pourrait être intéressant de travailler, c'est faire en sorte de voir moins de souffrance à déployer et aussi moins de burn-out par rapport en fait, à nos assets technologiques qu'on doit maintenir, faire évoluer, etc., etc. Ce qui est vraiment intéressant donc, dans ce modèle, c'est que finalement, on peut se dire ça, dans les éléments qu'on obtient, c'est quelque chose qui est compréhensible par tout le monde. Même ma grand-mère a compris. Par contre, pour lui parler de TDD à ma grand-mère, ça va être un peu plus compliqué. Mais on peut vraiment établir une stratégie en disant, par rapport à ce qu'on veut obtenir, voici ce qu'on doit travailler. Alors, je vous prends. Et donc, effectivement, sur ces éléments à travailler, on va pouvoir travailler, j'insiste sur cette définition, de termes d'aptitude. Ce sont bien donc des pratiques qui sont concrètes et à nouveau qui sont mesurables. C'est quelque chose qu'on peut pouvoir factualiser au sein de nos équipes, de nos départements, etc., etc. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce modèle-là, qui est en tout cas proposé par cette démarche, c'est pas un modèle comme on a l'habitude de voir qui serait plus un modèle de maturité. Du genre, il faut faire tout ça pour avoir un niveau 1, et ensuite on peut passer au niveau 2, et ensuite au niveau 3, etc., etc. Ce que dit le modèle, c'est peu importe l'aptitude sur laquelle tu vas travailler, de toute façon, dès que tu en prends une, ça va impacter, tu vas pouvoir le voir en fait au travers de 4 indicateurs vus précédemment. Alors, qu'est-ce que c'est que ces aptitudes? En fait, il y a des aptitudes, il y en a 24 qui sont regroupées en fait en 5 familles. La première, assez évidente, c'est le continuous delivery. À savoir, c'est quoi, comment est-ce que je peux faire en sorte que chaque fois que je du code que je vais pouvoir déployer, ça soit un billard et que ça roule sans bosse, nickel, et le plus rapidement possible et de façon plus stable vers ma production. Et même un peu plus que ma production, c'est que ça arrive sur mon serveur de production, mais en plus que ça soit utilisé. Beaucoup de gens le connaissent. Un élément plus intéressant, c'est la question de l'architecture. Alors, ce n'est pas tant le fait d'avoir des jolis schémas d'architecture, mais plus de se dire, les choix d'architecture que je vais faire d'un point de vue technique pour alimenter mon business doivent être assumables par les équipes. Traduction, et par un exemple, si j'ai un Kafka et que j'ai aucune équipe qui est à même de monitorer un Kafka ou de gérer des problèmes de Kafka en production, peut-être que mon architecture, en tout cas, elle n'est pas sizée. Il faut que je fasse un autre choix d'architecture, ou à l'inverse, il faut que je forme ou que j'embauche des gens qui soient plus câblés en Kafka et qui puissent diffuser les bonnes pratiques dans mes équipes. Donc, eh bien, on voit bien un peu une corrélation qu'il y a entre mes choix technologiques et aussi mes choix de compétences, et donc les personnes qui vont pouvoir les assumer. Un troisième élément qui nous vient aussi naturellement, nous, à Gilis, c'est la dimension du product and process. Je mets juste un bémol là-dessus, sur le modèle Accelerate, sur le Product and Process, on est loin de vraiment la nature de tout ce qu'on peut retrouver dans la logique produit ou dans le product management, d'accord? C'est beaucoup plus des choses beaucoup plus terre à terre, à savoir, ok, est-ce que mon flux de valeur, il est compréhensible par tout le monde, il est visible et il est fluide? Et par exemple, est-ce que j'ai une bonne mécanique de pouvoir récupérer le feedback de mes utilisateurs? Est-ce que j'ai des gens de mon métier qui un jour me parlent d'utilisateurs au loin, ou est-ce que j'ai vraiment une connexion directe et une emprise directe sur le feedback des gens, de mes utilisateurs finaux? Quatrième famille d'aptitudes, le Lean Management and Monitoring. On va être plus sur la partie d'analyse de OK, quel est mon flux de travail? Est-ce qu'il est compréhensible? Est-ce qu'il est fluide? Est-ce que j'ai mis en place des WIP limits, etc., etc. Et un dernier élément, et non des moindres, qui est la culture d'entreprise, enfin en tout cas la culture de là où j'analyse mon système, donc est-ce que c'est au niveau des équipes, de mon département ou de mon entreprise? Et oui, effectivement, il y a des éléments à travailler là-dessus, parce que c'est pas tout d'avoir les meilleurs experts. Si j'ai une méthode de management pourrie, il est fort probable que ça ne soit en tout cas pas efficace en termes de performance organisationnelle. Pour l'exemple, et parce que voici les 24 aptitudes. Alors, on ne va pas les balayer toutes parce que voilà, notre temps est compté, mais je vous laisse simplement 10 secondes voilà, pour les explorer. Et si à un moment, il y en a une qui vous tape dans l'œil et vous dites « Ok, j'aimerais bien qu'on creuse celle-là », n'hésitez pas à me le signaler en fait en fin de session. D'accord ? Qui plus est, si jamais vous n'avez pas la question ou si ça ne vous a pas topé dans l'œil, je vous donnerai aussi une astuce pour aller chercher en tout cas l'information en autonomie puisque tout est documenté. Ce qu'il faut en retenir, c'est qu'au-delà d'un bouquin,
En fait, Accelerate propose une vraie démarche qui est de se dire, j'ai 4 indicateurs qui me permettent de piloter mon changement et de montrer que ça marche. C'est ce qui va me permettre de mesurer mon impact. Et en faisant ça, je vais pouvoir, par rapport à ce schéma de cause-conséquence dont je vous ai montré, choisir en fait une aptitude sur laquelle je vais pouvoir travailler. Il y en a certaines c'est assez rare de trouver des équipes où il n'y a pas au moins déjà des éléments qui sont travaillés, mais on pourra aller plus loin ou en choisir d'autres. Et de se dire, OK, une fois que j'en prends une, je peux cadrer justement mon amélioration continue en disant, on va essayer ça. Et si effectivement, une fois qu'on va pouvoir se l'approprier, alors ça devrait de toute façon avoir une incidence sur mes 4 indicateurs de vitesse ou de stabilité. Ce qui est intéressant au-delà de cette démarche, en fait, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que le delivery ne soit plus, en fait, ce fameux centre de coût, ne soit plus une souffrance, voire même ne soit plus quelque chose qu'on oublie, en fait. On parle souvent de faire que la MEP soit un non-événement. La démarche accélérée va même un poil plus loin. C'est de se dire que le delivery va devenir tellement simple, et tellement en tout cas simple dans l'aspect qu'il est maîtrisé, qu'il va être en fait un support de mon business et pas un frein. Alors, comment est-ce qu'effectivement on s'adresse ça et qu'est-ce que ça tire en fait comme message derrière? Ça, j'imagine que la plupart des gens dans cette salle le connaissent, ce schéma, les fameux 3 domaines qu'on retrouve dans l'agilité et qu'on essaie de résoudre l'équation en disant on essaye de faire le meilleur des 3. Ce que nous propose Accelerate, c'est que d'habitude, quand on adresse ça, on se dit à un moment, il faut prioriser un domaine plutôt qu'un autre. Et la façon dont on va le faire, c'est pensons déjà à ce qu'on va pouvoir faire. On va essayer de faire un cadrage, on va le spéquer, on va faire des ateliers vision, on va faire des story maps, etc. etc. Une fois qu'on va faire ça, on va se dire, OK, c'est quoi l'architecture dont j'ai besoin, c'est quoi les compétences, on compte faire l'exemple sur le Kafka, etc., etc. Et ensuite, seulement une fois qu'on a ça, qu'on a lancé l'équipe, qu'on a toutes les compétences et que ça commence à développer, alors on va pouvoir se dire, OK, pensons maintenant à essayer de faire mieux. Ce que nous propose Accelerate, c'est on va changer la tendance. Faisons l'inverse. Faisons d'abord en sorte que mon delivery soit le plus rapide possible. Parce qu'en faisant ça, je vais délivrer rapidement en production et je vais aller capter du feedback. Et ce feedback va soit me dire, OK, il y a des bugs, il faut que tu te corriges, il faut que tu t'améliores d'un point de vue compétence et d'un point de vue technique. Et on va davantage travailler le do the thing right. Et à la fin, on se dira, OK, est-ce que ça a vraiment de la valeur pour mes utilisateurs finaux? Est-ce que j'ai du cash flow? Est-ce que j'ai du feedback? Oui, non. Et je vais pouvoir affûter ma trajectoire. Donc, c'est vraiment une, comment dire, je vais dire un gros terme, mais je n'en trouve pas là un maintenant d'autres différents et plus ajustés. Une espèce de révolution de se dire, il faut arrêter effectivement même si on essaie de faire en sorte que ce cadrage soit agile et le plus rapide possible, travaillons davantage sur délivrons rapidement la valeur et créons en fait un écosystème pour pouvoir nous arranger et nous affûter au fur et à mesure. C'est bien ce qui me semble. Trop de slide. Chapitre 2 de cette conférence. C'est bien beau tout ça, mais comment je commence? Ce que je vous propose, c'est un atelier qui dure à peu près 59 minutes, d'accord, à faire au sein avec toutes les personnes auprès duquel vous voulez vous animer autour de cette démarche, que ce soit une équipe, un département, une BU. Alors, à l'échelle d'une organisation, il faudra sans doute un peu plus de logistique, et ça ne pourra pas durer que 59 minutes. Mais pour l'avoir testé, ça fonctionne en tout cas sur une équipe une Scrum Team, une Pizza Team, ça fonctionne. 40 minutes où on va s'aligner sur ces indicateurs. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire dans notre contexte? Comment est-ce qu'on va s'animer autour de cela? C'est fondamental de se poser là-dessus et pas de prendre un truc sur le marché ou de se dire OK, c'est facile, le deployment frequency, c'est quand mon ticket il est add-on. Est-ce qu'on en est bien sûr? Une fois qu'on a fait ça, une fois qu'on est tous alignés sur cette compréhension et sur en fait les conséquences que ça va avoir de se mesurer ça, alors on va pouvoir juste faire une auto-évaluation. Et là, pas besoin de faire des mécaniques compliquées pour dire « mais attends, je vais devoir me connecter à mon Jira ou à mon système de ticketing pour récupérer des infos en automatique et être sûr d'avoir le plus juste pour ça ». D'expérience, à Octo, on sait que dans 80% des cas, quand l'équipe s'auto-évalue au doigt mouillé, ça fonctionne. Et ça, en fait, ça suffit. Elle est en fait à 80% juste. Il n'y a pas besoin d'aller chercher des mécaniques compliquées pour aller mesurer ces indicateurs. Ça suffit juste pour démarrer le changement, qui est la 3e étape, de se dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour s'améliorer? Quelles sont les aptitudes qu'on va vouloir mettre en pratique, etc., etc.
Parce qu'Accelerate, ce n'est pas juste une histoire d'indicateur, c'est une histoire de se dire c'est un framework, un cadre d'amélioration continue qui a été validé scientifiquement grâce à Nicole et son équipe. Alors, un peu plus en détail donc, sur ces 4 indicateurs, révisons-les dans leur définition la plus exacte et je vous partage quelques questions qui me paraissent importantes, en tout cas de se poser une fois qu'on fait cet exercice d'alignement. Le premier, sur le deployment frequency, la définition exacte, c'est à quelle fréquence nos assets techniques sont-ils livrés en production. Je parle bien d'assets techniques, je ne parle pas de code. D'accord ? Le code, c'est une forme d'asset technique, la configuration, c'en est une autre, un update en base de données, c'en est une autre, etc., etc. Quand Amazon dit qu'il fait plus de 650 MEP par jour, quand il fait juste un update en base de données, pour eux, c'est une MEP. Bah oui, c'est une modification de l'environnement de production qui a potentiellement un impact. Donc, ça se mesure. D'accord ? Autre chose à se reporter, effectivement, on n'est pas tous Amazon, qu'est-ce que effectivement ça donne dans mon équipe? Est-ce que l'équipe est prête à accepter de se dire, une fois que je prends mon ticket et que je le passe en done, est-ce que ça suffit pour dire, OK, ça incrémente de 1 en deployment frequency ou pas? Parce qu'il arrive que des équipes, quand c'est done, c'est pas forcément en prod. Et limite, moi personnellement, j'ai aucun problème avec ça. C'est juste que c'est important que l'équipe puisse mesurer l'impact de ça, parce que ça va déterminer en fait le reste de son amélioration. Et que si elle se dit que elle commence à clamer de se dire ouais, notre deployment frequency, on est des élites performers, alors qu'en fait le management, comment dire, se dit bah, vous rigolez ou quoi, vous mettez en MEP 2 fois par an, ça va créer en tout cas une friction qu'il va falloir assumer. Deuxième élément, le lead time for change. Lead time for change, c'est le temps entre j'ai ma pull request, j'ai ma merge request qui est fusionnée, d'accord, et ma MEP. Pourquoi est-ce qu'on ne s'intéresse qu'à ce bout-là et qu'on ne s'intéresse pas à ce qui est marqué là avec le cycle time? C'est de se dire que tout ce qui se passe en fait avant la merge request pour request, ça va dépendre de facteurs humains, organisationnels, voire contextuels, qui en fait ne sont pas en maîtrise. Et donc on est un petit peu hors clou de ces fameuses mesures répétables et fiables. Si jamais quelqu'un est en vacances, si jamais il y a une crise Covid qui fait qu'on ne peut plus bosser, qu'on doit, je sais pas, on a une annulation de sprint, etc., etc., tout ça va faire en sorte qu'en fait, entre mon to dev et OK, j'ai mergé ma pull request, il va se passer plein de choses. Ou tiens, je suis en dépendance d'une autre équipe. Ou tiens, en fait, techniquement, on s'était rendu compte que au cours du développement, on n'y arrive pas, etc., etc. Ça va générer plein d'impondérables qui ne sont pas inintéressants en fait, à étudier en rétrospective. On dit juste que dans le cadre du framework Accelerate et par rapport aux aptitudes que vous allez pouvoir mettre en place, et par rapport à une logique de continuous delivery, en fait, le continuous delivery, il commence en fait à la pull request mergée, jusqu'à effectivement mon done, ma mise en prod, etc., etc. Le mean time to restore, malgré c'est le temps moyen pour restaurer un service inopérant. Pareil, qu'est-ce que c'est un service inopérant? Quelle est la responsabilité finalement que j'ai au sein de mon équipe? Ok, moi ce que je vois souvent, c'est que des équipes de développement n'ont pas la main sur leur infra. Si le serveur il tombe, ça compte pour quoi? Ça compte pour, entre guillemets, pour un ticket qui rentre là-dedans ou pas? Et la grande question est de se dire quand est-ce que le chrono il se déclenche? Ça, c'est la plus grande difficulté dans toutes les situations où on a l'occasion d'implémenter ce framework. C'est que souvent, quand il y a une alerte, qu'on dit attention, il y a un problème, en fait, c'est la première chose, c'est pas de créer un ticket. C'est rare en fait qu'on commence par ça. On se dit je vais d'abord regarder le problème, est-ce que c'est bien chez nous? Ok, je vais essayer de trouver une manœuvre de contournement, etc. Donc il se passe tout un temps avant que, on va dire, on a un élément probant avec une date de création. Donc souvent, donc le MTTR, le Mean Time to Restore, c'est quelque chose qu'on va en tout cas avoir une déclaration, encore une fois, un peu au doigt mouillé, d'accord, de se dire quand le problème a commencé. Et c'est pas grave en fait, d'accord. C'est pas grave que ça soit pas l'hyper-réalité, d'accord. Ce qui est important, c'est de se dire que tout ce qui concerne la stabilité, c'est de dire plus elle diminue, moins mon équipe elle est ennuyée par des impondérables. Et moins elle est ennuyée pour des impondérables, plus elle se concentre sur le build et en fait elle se concentre sur le fait de développer mon business. Si elle est sur des impondérables, elle est là pour essayer de stabiliser mon business et ça c'est pas excessivement quelque chose sur lequel en tout cas j'ai envie d'investir. En tout cas j'ai envie d'investir pour que ce soit le plus bas possible. Dernier élément, le change failure rate, c'est bien combien de fois mon environnement de production a-t-il inopérant? Pareil, qu'est-ce que c'est mon élément inopérant qu'on fait à la conversation précédente?
Un autre élément aussi qu'on voit, c'est que dans certaines sociétés qui sont très à cheval sur les indicateurs, sur l'automatisation, etc., ils se disent « Oui, mais attends, moi j'ai un bug là, mais en fait, il n'est pas de la release qu'on vient de faire, mais il y a 3 releases. Est-ce que ça compte pour ça ou est-ce que ça compte? Comment est-ce que je fais pour le comptabiliser ?» En fait, sachez que ça, c'est une fausse question. D'accord. Encore une fois, c'est si jamais je veux vraiment mesurer la stabilité comme quoi mon équipe est dérangée, considérez de toute façon que le bug, il fait toujours partie de la release la plus récente. Une fois qu'on a fait ça, eh ben, en fait, on peut, une fois qu'on s'est aligné, d'accord, sur ces 4 indicateurs, qu'on a répondu à ces questions et qu'on s'est dit, bah, nous, on est d'accord pour se mesurer sur ce domaine de responsabilité-là, avec ce sens-là qu'on veut lui donner, alors on peut participer en fait à une auto-évaluation qui est super intéressante et on va pouvoir aller sur le site officiel qui est donc le DevOps Research, qui est l'association montée donc par les 3 personnes qui ont écrit le bouquin. Ils continuent en fait les études. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que ils se sont associés à Google et plein d'autres sociétés et donc ils ont énormément de données maintenant récoltées. Et je vais vous montrer un petit peu ce que ça peut donner parce que c'est vraiment assez magique. L'idée, c'est que une fois que l'équipe s'est mis d'accord sur ces indicateurs, en fait, elle peut passer en fait à un espèce de mini questionnaire au regard de ces 4 indicateurs. Et là, je vais y répondre comme si j'étais en fait quand j'étais Scrum Master d'une équipe au sein d'une société que vous connaissez peut-être qui s'appelait Auchan. Alors, le lead time, donc qui était le... je vais commencer par le deployment frequency, ça me perturbe à chaque fois qu'ils mettent celui en premier. On livrait à peu près tous les 3 mois. Et effectivement, on va dire le temps moyen pour pouvoir effectuer cette MEP, il était d'environ 3 jours. Chaque fois qu'il y avait un bug, par contre, ils étaient plutôt pas mauvais. Ils le corrigeaient assez rapidement. Et vu qu'ils faisaient des MEP tous les 3 mois, il y en avait à peu près 2 sur 3 qui plantaient. Auchan, c'est une société du retail. Et ce qu'on voit, c'est que l'équipe, en tout cas le contexte dans lequel elle était des low performers. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire, OK, par quelle aptitude parmi les 24 que j'ai, je vais pouvoir commencer et les sont les plus impactantes. Cet organisme, comme il a énormément de données, se dit, nous, on te conseille plutôt d'aller vers ces 3 aptitudes. Et je me dis, tiens, c'est intéressant, parce que c'était déjà ce qu'ils avaient dit eux-mêmes en disant, OK, on a 4 équipes qui travaillent sur un order management. On se rend bien compte que les équipes, en termes de qualité du composant qu'elles gèrent, c'est plutôt bon. Par contre, c'est dès qu'il faut assembler le bazar. Ils ont travaillé justement sur la dimension du continuous testing. Qu'est-ce qu'Accelerate qu'est-ce que cette démarche en tout cas avait nous apprendre? On peut consulter un peu comme un wiki toute la page en disant voilà, voici ce que recouvre en fait cette aptitude. Et après, qu'est-ce que je peux faire pratiquement pour le mettre en œuvre? Et donc assez rapidement, vous avez déjà un truc en disant, OK, on peut sortir de l'atelier et hop, on a déjà au moins une aptitude, ou 2 ou 3. On dépend un petit peu de la bande passante et de la légitimité que vous allez laisser aux équipes pour faire ça et qu'est-ce qu'elle est prête aussi à s'engager. On a des rapports hyper concrets pour se dire, OK, par quoi je commence? Et par quoi je commence? C'est pas le tout de se dire ça, c'est aussi le tout de se dire, on va faire ce fameux plan d'action, ce plan d'amélioration, à la lueur, encore une fois, de ce qui fait la puissance de la démarche, à savoir la mesure. Donc, on va travailler sur telle aptitude, on va travailler sur des éléments d'action, on va se définir des critères de succès, et aussi, ce qui est tendance à rassurer quand même pas mal, c'est la période de temps sur laquelle on se challenge pour atteindre en fait, ce critère de succès au travers de cet indicateur. Ça, c'est un plan d'action qui a été fait chez Engie, sur lequel, effectivement, Octo a eu l'occasion d'accompagner pour mettre en œuvre cette démarche. Alors, je me tourne vers toi, Elise. Tu peux juste me préciser le temps qui reste? D'accord. Bon, dans cette réponse, je vais continuer. Si ça vous intéresse, sachez que Google, depuis, a fourni... 10 minutes, parfait. Je suis dans les temps. A fourni en fait un élément qui s'appelle les 4 keys, d'accord, qui est un projet open source sur lequel en fait vous pouvez le plugger sur votre repo GitHub ou GitLab. Et si jamais vous êtes sur un environnement GitHub ou GitLab et que vous faites des releases, d'accord,
c'est un peu les deux conditions techniques, alors en fait, ce système permet d'automatiquement aller capter les events que sont générés par ces plateformes pour pouvoir en fait vous produire les 4 indicateurs et vous donner en fait des indices de temps. Donc voilà, c'est particulièrement pratique. Après, considérez aussi que ce que Google a défini derrière ces 4 indicateurs, c'est ce que lui en a fait comme définition. Ça ne correspond peut-être pas à celle de votre équipe. Donc, encore une fois, veillez bien à cette dimension d'alignement. C'est même ce que je recommande, c'est d'abord de commencer au sein de l'équipe et puis après de voir ce que ça donne vous en termes d'auto-évaluation et puis après de pouvoir comparer à ce que vous dit Google et prenez les décisions qui vous appartiennent. En tout cas, ça permet d'accélérer aussi la mise en place de la démarche. Je terminerai sur ces 10 dernières minutes sur un élément qui me semble super important dans toutes les aptitudes qu'on a vues, qui est en fait une aptitude qui vient de la famille de la culture. Parce que ce qu'on voit souvent, c'est qu'au sein des équipes, en fait, on va travailler principalement sur ça. La continuous delivery, le protect and process, on va travailler un petit peu sur l'architecture, mais souvent, sur l'architecture, ça dépasse le simple cadre de l'équipe. Il faut vraiment travailler au niveau de l'organisation. Mais nous, en tant que coach agile, on est souvent amené en fait, amener le système à passer à l'échelle. Et il y a un élément de la culture qui, moi, si j'avais su, m'aurait facilité en tout cas plusieurs missions. C'est ce qui s'appelle la Westrum Culture. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà entendu parler de ce truc-là ? Camarades. Westrum Culture, qu'est-ce que c'est ? C'est Ron Westrum, donc, qui est un professeur en sociologie. On a pu voir que c'est des gens, ce sont des gens qui ont des choses intéressantes à nous apprendre. Il date dans les années 60-70 et en fait, il a étudié en fait les performances des organisations au regard de comment est-ce que le flux d'informations est partagé. D'accord ? Et il est dit, moi, au travers de mon étude, je vois qu'il y a à peu près 3 typologies d'organisations. Au regard, encore une fois, de ce flux d'informations, on a les organisations dites pathologiques, où on voit que l'information, elle ne circule pas terrible, parce qu'en fait, tout est axé sur le pouvoir. Et le pouvoir, c'est notamment le fait de que si moi, je sais quelque chose que vous ne savez pas, j'ai plus de pouvoir. D'ailleurs, je suis debout. D'accord ? Je suis debout devant vous et, comme je souhaite passer d'une organisation pathologique et ne pas dire « ah, je suis le seul à avoir lu Accelerate » et arriver plus sur une culture générative, je suis là pour vous le partager. Bureaucratique, c'est que l'information, elle va passer, mais elle va passer selon des règles, selon un process, selon un système. Quand on parle de règles, c'est notamment aussi pas mal de codes sociaux. Ça doit d'abord passer par mon chef avant de. Ça, c'est révélateur d'une organisation de type bureaucratique. Et enfin, la générative, c'est que le flux d'informations circule bien. Et bien, ça veut dire qu'il circule à tout le monde, mais aussi au bon moment et à la bonne personne. On n'a pas besoin d'inonder les gens de plein d'infos et de créer du bruit. C'est qu'au contraire, le système s'autorégule pour en fait donner la bonne information aux bonnes personnes au bon moment. Plus en avant, voici un petit peu le résultat de son étude de M. Westrum en disant, OK, selon ma typologie d'organisation, je peux analyser mon flux d'informations selon ces 6 axes-là. Un élément qu'on retrouve assez rapidement nous, dans nos accompagnements, c'est toute la question de la relation à l'échec, puisqu'effectivement, l'agilité, c'est l'idée d'échouer souvent. Comment est-ce que quand on échoue, comment est-ce que l'organisation se comporte? Est-ce qu'effectivement elle dit non, c'est plutôt sortie de parapluie et c'est la faute de l'autre? Est-ce que c'est plutôt non mais les gars c'est vraiment déconné et il y a un manager qui vient faire la loi, on a Judge Dredd? Ou est-ce que c'est plutôt on fait une rétrospective et on apprend? Voilà un petit peu ce qui permet de catégoriser les types d'entreprises. Moi, j'ai fait ce travail-là a posteriori quand j'ai perdu une mission. Au sein d'une mission et je me suis dit mais je comprenais pas parce que j'avais l'impression d'être en décalage en fait avec en tout cas les équipes que j'accompagnais, pas toute la société mais au moins cette unité là, et je comprenais pas. Il y avait des messages que je passais, j'arrivais toujours avec des idées par exemple et les gens me disaient ça va être un problème, c'est compliqué. Quoi? Ça va être un problème? Tu veux dire que la relation à la nouveauté ça crée des problèmes? D'accord. Donc de là, j'ai tiré l'analyse et je me suis dit, ça c'est tous les faits, d'accord? Et donc on retrouve les éléments de type, si c'était une culture générative, voici tous les faits qui corroborent, toutes les pratiques, on va dire, qui corroborent ça. Et vous voyez que majoritairement, j'étais dans un élément de type bureaucratique. Et si j'avais su, j'aurais en fait adapté ma posture, j'aurais adapté mon accompagnement en fait de cette unité-là. Puisque nous, en tant que coach, un des éléments sur lequel on travaille, c'est de la culture d'entreprise. On n'en fait pas de façon frontale. Je ne vais pas présenter Westrum Culture à tous les managers pour dire « vous voyez, il faut changer ». Ça ne marche pas, ça. Ce qui marche, c'est en fait la mise en place de pratiques, encore une fois. Alors, on appelait pratiques, effectivement, je parlais d'aptitude au sein d'Accelerate, mais il n'y a pas que ça, d'accord ? C'est à force de faire des pratiques et de pouvoir illustrer en fait la différence avec l'avant-après
qu'on fait justement pencher cette culture. D'accord ? Un élément important, et que je vous conseille à tous les coachs de négocier en début de contrat de mission, c'est de acter auprès des managers et en tout cas des responsables du budget, de se dire, si vous voulez que ça change, il faut du temps. D'accord ? Et ce temps, il va falloir le légitimiser, il va falloir le factualiser, il va falloir le budgétiser d'une certaine façon. D'accord ? Puisque le système, on a beau proposer des changements, s'il est complètement inondé et débordé de choses à faire, eh ben, il ne pourra pas en fait absorber toutes ces nouvelles pratiques, s'essayer en disant non mais c'est un peu comme les gens qui poussent la roue carrée alors que vous avez amené avec une roue ronde. Ils disent mais non, mais on n'a pas le temps. Et c'est complètement OK. Je leur en veux pas qu'ils me disent ça. C'est juste que c'est important que le management crée un cadre qui permet ce changement. Et ce cadre, c'est le temps. Comment on fait pour y arriver ? On regarde Accelerate, me dire bah tiens, moi la Westrum Culture, c'est quelque chose que je voudrais en tout cas amener dans une entreprise. Et bien en fait, selon un modèle, alors là, mise à jour selon la version 2020, en fait, je sais que je peux travailler sur toutes ces aptitudes. Et donc on voit par exemple que la question de la rétrospective, voilà, obviously, je n'ai pas besoin de vous convaincre, mais le fait de créer une organisation apprenante fait en sorte que ça contribue en fait à une Westrum Culture Organization. En conclusion, qu'est-ce que c'est Accelerate ? Donc, c'est un livre qui a été écrit en 2017. C'est une édition qui s'appelle le State of DevOps qui sort effectivement chaque année. Et de manière générale, c'est une approche globale qui fait que le delivery doit être considéré en fait comme un produit comme un autre d'une organisation. J'accompagne une organisation dans le Nord qui s'appelle ADO et qui a carrément une unité qui ne se concentre qu'à faciliter le delivery de toutes les autres équipes de dev. C'est donc une boîte à outils. Dans sa version de 2017, on a donc 5 grandes familles, 4 indicateurs, 24 aptitudes. Dans la version de 2021, il y en a une 5e sur la... je ne me souviens plus très bien la traduction en français sur la reliability. Et de manière générale... Pardon ? La fiabilisation, merci. La fiabilité. Et voilà, et dire aussi effectivement que c'est donc une démarche méthodique puisqu'on adresse des 4 indicateurs compréhensibles par tout un chacun et derrière c'est une démarche pas à pas au fur et à mesure de traiter chaque fois une aptitude. Je vous le disais, c'est un modèle qui évolue et ce que je trouve intéressant à partir de la version 2020, c'est qu'ils se disent, donc ça c'est les familles, d'accord, qu'on retrouve au modèle de 2020 et tout à la base, on voit bien qu'il n'y a pas de transformation à l'échelle si ce n'est pas incarné d'un point de vue leadership. Et pareil, il y a des aptitudes sur lesquelles, en tout cas, il faut travailler. Et je trouvais ça vraiment intéressant de se dire, c'est pas coach agile qui sont mandatés à faire transformer le système. Il faut vraiment que ça soit incarné au sein du système, au travers d'un leadership fort. Sinon, ça vient juste le truc un peu à la mode qui dure 3-4 mois et puis qu'après, on abandonne. Non, il faut vraiment quelqu'un qui l'incarne, qui le porte, qui le fasse léguer et que cette personne soit effectivement interne pour être davantage légitime. Cette question-là des managers et de leur implication dans la transformation, c'est aussi dans un autre bouquin qui parle davantage de produits. Si vous n'avez pas eu l'occasion de le lire, je vous le recommande vraiment. Et sinon, à l'année prochaine pour peut-être une conférence là-dessus. Merci pour votre attention. Voici les quelques éléments clés, en tout cas, que je souhaiterais que vous puissiez retenir. Je vous partage juste ma conviction qui est la dernière ligne en bas. Moi, je pense que dans la plupart des Agile Tours, on a tendance à illustrer à ressasser toujours les mêmes pratiques, les mêmes outils, avec des éléments différents. On leur donne des prismes un peu différents, des focus un peu différents. Moi, je pense que l'avenir de l'agilité, il n'est plus à tourner autour du pot, d'accord ? Il est davantage à, c'est comprendre la stratégie d'entreprise, inclure, dans le cadre d'Accelerate, le delivery dans cette stratégie d'entreprise, il faut qu'elle y figure. Et pour pouvoir répondre à ça, à des gens donc, qui ne connaissent pas ce que c'est que le delivery, qui ne comprennent pas rien, et en fait, il faut des éléments de métrique qui soient simples et qui les rassurent, parce qu'ils voient que ça bouge. Et de manière générale, comme on l'a vu avec Westrum Culture, je pense que l'avenir de l'agilité vient aussi à davantage l'intégration des sciences sociales qu'on a largement sous-estimées jusqu'alors. Merci pour votre attention, à votre disposition pour des questions et des échanges. Oui, on va te passer un micro. Ah. Élise, j'entends une cloche, c'est-à-dire qu'il nous reste. C'est fini. D'accord. Ravi de... voilà. Pour ceux qui ont des questions, je suis désolé d'avoir trop parlé, j'espère que ça vous a intéressé. Et je suis ravi de pouvoir échanger ça avec vous maintenant ou plus tard dans la journée. Bonne journée à vous.